Bonjour à tous, ici présents ou à distance. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Jeanne Carès de Bock, responsable innovation territoriale à la Banque des Territoires, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le Hub des Territoires au nom de l'équipe du Hub et de sa responsable Anne-Sophie Incelin. Comme vous l'aurez compris avec cette vidéo, la vocation du Hub, c'est vraiment de réunir l'ensemble de l'écosystème public et privé de la Banque des Territoires, de réfléchir ensemble aux solutions à construire pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les territoires. Quelques chiffres. Depuis sa création en mai 2021, 150 événements ont eu lieu au Hub qui ont réuni 8400 participants en présentiel, en distanciel, représentants de collectivités locales, établissements publics locaux, partenaires, entreprises, etc. Et les sujets partagés au Hub sont très variés. Adaptation au changement climatique, comme aujourd'hui, santé, vieillissement, aménagement, réindustrialisation, transition agricole. En fait, tous en lien avec les axes stratégiques de la Banque des Territoires. Donc, pour ne rien manquer de notre actualité, inscrivez-vous à notre newsletter qui est sur le site du Hub, sur le site internet de la Banque des Territoires. Et puis, vous pouvez retrouver cet événement aujourd'hui et tous les événements publics en replay sur le site. Le sujet qui nous réunit là est particulièrement stratégique pour la Banque des Territoires puisqu'il s'agit de transition environnementale, de transformation écologique. On s'intéresse aujourd'hui au numérique au service de cette transition. Comment le numérique peut agir au service de la transformation écologique, mais également comment utiliser les technologies avec discernement, de façon sobre et responsable. Est lancée aujourd'hui la publication pour un numérique sobre, résilient, inclusif et créatif que vous trouverez ici, qui a été élaborée par l'association France Ville Durable et ses membres. Et l'association France Ville Durable, elle est très chère pour la Banque des Territoires, dont nous sommes l'un des partenaires fondateurs. Et c'est une association qui œuvre avec conviction et passion pour la ville durable. Sébastien Maire, donc délégué de France Ville Durable, va introduire cet événement, va présenter les grandes conclusions du livrable et nous aurons ensuite une table ronde d'acteurs du territoire. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être présents et également d'entreprises experts qui pourront nous faire part de leurs expériences. Je laisse désormais la parole à Sébastien, que j'écoute toujours avec grand intérêt et plaisir. Merci Sébastien. Bonjour à... Bonjour à toutes et tous. Un grand merci à la Banque des Territoires, Jeanne, Blandine, pour votre accueil. C'est toujours un plaisir d'être ici. Le Hub est quand même un endroit assez exceptionnel. On est ravis d'avoir pu mettre en pratique notre partenariat pour la publication de ce livrable, effectivement, qui a beaucoup de sens par rapport au métier de la Banque des Territoires, aux enjeux qui sont portés aujourd'hui par cette grande organisation. Je vais vous dire effectivement quelques mots sur France Ville Durable très rapidement et puis après rentrer dans le vif du sujet concernant ce livrable sur le numérique utile et responsable pour la ville durable. Alors France Ville Durable est une association, loi 1901 d'intérêt général, qui tire sa légitimité et sa crédibilité de sa composition, qui est assez unique au niveau national. 4 catégories de parties prenantes professionnelles, on s'adresse uniquement aux acteurs professionnels, mais publics, c'est privé. L'État, qui est très présent dans l'association, dans ses travaux, dans son financement, dans sa gouvernance, à travers le ministère de la Transition écologique, celui des Affaires étrangères, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à travers un grand nombre d'agences et d'opérateurs, tels que la Banque des Territoires ou encore le CEREMA, qui va intervenir tout à l'heure. Des collectivités locales et certaines de leurs fédérations comme Intercommunalité de France. L'association est présidée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Et nous avons par exemple aujourd'hui parmi nous 2 de nos adhérents, Co-Seine Aglo, ainsi que Rennes Métropole, qui vont intervenir tout à l'heure dans la table ronde. Des entreprises,
de toute taille et tout secteur d'activité, des grands comptes, de l'aménagement, de la construction, de l'énergie, mais aussi des entreprises dans le domaine de la santé, des start-up, des interprofessions. Vous voyez là un certain nombre de logos. Je veux signaler que notamment Engie, présent dans la salle aujourd'hui, un de nos membres très actifs, signaler également que Suez Consulting, qui assure une partie de la co-vice-présidence du Collège Entreprise, a activement participé à la rédaction de ce livrable. Et je vais passer aux experts. Alors je vais signaler aussi Nemer quand même dans les entreprises, puisque Nemer est une jeune entreprise, mais dont on va parler tout à l'heure lors de la table ronde. Et puis au niveau des experts, je veux également signaler la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui a beaucoup participé sur le volet inclusion de ce livrable, ainsi qu'un grand nombre d'opérateurs spécialisés. Vous pouvez voir les logos. Le but de l'association, c'est de repérer, de rediffuser le plus largement possible, en France, à l'international, des outils, des méthodes, des exemples concrets de politique publique, de réalisation, sortie de terre, pas des projets, des choses qu'on peut évaluer, qu'on peut mesurer, et qui permettent deux choses en même temps. Accélérer la transformation écologique et énergétique des territoires, le mot le plus important à ce stade étant l'accélération, et en même temps, à travers les mêmes actions, les mêmes budgets, les mêmes processus, faire monter les territoires en résilience, parce qu'on sait que sur un certain nombre de sujets, de toute façon, ça va être compliqué dans les années à venir, et on a pris beaucoup de retard sur les questions de résilience et d'adaptation. Notre association, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'elle fait, je veux juste parler de ces groupes de travail. Des groupes de travail qui réunissent ces 4 catégories d'acteurs, c'est très riche, puisque justement ce sont des points de vue différents, et qui sont tournés vers la mise en œuvre opérationnelle de la ville durable. On n'est pas un think tank, on est plutôt un do tank, c'est-à-dire le comment on fait concrètement. Je veux remercier à ce stade Camille Vintrop-Boyon, qui est la grande organisatrice de tous ces groupes de travail pour France Ville Durable, et qui a piloté notamment l'ensemble de cette démarche qui se termine aujourd'hui, enfin qui peut commencer aussi. Puis remercier aussi le cabinet Auxilia Chronos, sur lequel on s'est appuyé pour rédiger ce livrable. Alors, l'association a rédigé un manifeste il y a quelques années qu'on est en train de mettre à jour avec notre comité scientifique, et qui reprécise ce qu'on entend par ville ou territoire durable. Vous savez que c'est devenu des vocables très larges, et on a érigé ces 4 piliers, ces 4 leviers en priorité de la ville durable, et l'État s'est beaucoup inspiré de ce manifeste de l'association pour un certain nombre de programmes. Par exemple, les démonstrateurs villes durables de la Banque des territoires, du PIA 4, ou encore le référentiel des écoquartiers. Le livrable qu'on présente aujourd'hui vise à refaire un peu le point sur cette question du numérique dans la ville durable. On est parti dans beaucoup de directions depuis une dizaine d'années sur l'utilisation du numérique. On a longtemps présenté le numérique comme étant la condition sine qua non de la ville durable. Elle l'est peut-être. Nous, on s'est beaucoup préoccupé de 2 grands sujets sur ces questions de numérique pour la ville durable. Comme l'a rappelé Jeanne tout à l'heure, 1. Comment garantir que cette utilisation du numérique va être responsable, à tout point de vue, je vais détailler juste après. Et 2, comment garantir qu'on a bien une utilisation de ce numérique utile pour le territoire et pour la transformation des territoires. Alors, pourquoi un numérique sobre est responsable ? Bon, je crois que maintenant c'est relativement bien connu. On sait que, à ce stade, le développement exponentiel de la digitalisation et du numérique est, on peut utiliser le mot, insoutenable. En termes d'utilisation de ressources, il y a bien sûr les ressources énergétiques, mais il y a aussi les matériaux et terres rares. Vous voyez cette photo, qui sont nécessaires évidemment à tous les systèmes numériques, et qui, eux aussi, sont une ressource finie. On a l'habitude de raisonner dans nos projets, dans nos dynamiques territoriales, comme ayant un accès illimité à l'ensemble des ressources. Et on est en train de refaire un peu pareil avec le numérique, en oubliant que pour faire fonctionner n'importe quel appareil numérique, on a besoin de matériaux et terres rares qui ont des impacts très importants sur l'environnement là où on va les chercher, mais surtout qu'on ne sait pas recycler. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où on n'en aura plus, où ça sera trop cher d'aller les chercher. Donc on a quand même cette idée de sobriété dans l'utilisation du numérique qui a beaucoup
beaucoup progressé. Hein. Tous les acteurs du numérique s'y sont mis, y compris les fournisseurs de solutions numériques. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est là sur une dynamique qui irrigue aussi bien les décideurs, décideuses publiques que les acteurs privés. On avait été beaucoup marqués plusieurs d'entre nous, par cette couverture de la Gazette des communes qui devait être en juillet 2021 et qui montrait quand même une évolution forte des tendances sur les logiques de Smart City. On est en fait, depuis quelques années, à une redéfinition, une reprécision de ce qu'on entend par Smart City, qui est salutaire et qui est positive, parce que globalement, ça va quand même dans le même sens. On va de plus en plus dans ce sens de la responsabilité sur l'utilisation du numérique, et c'est ça qui contribue à faire un territoire intelligent. On le sait, la courbe actuelle, enfin les différentes courbes actuelles de l'utilisation du numérique tendent vers les exponentielles. Et vous savez que les exponentielles sont pas toujours très bonnes sur les questions d'utilisation de ressources. Hein. Je renverrai à cette publication sur la grande accélération qui caractérise comment notre développement au sens large dans les pays occidentaux a entraîné un dépassement d'un certain nombre de limites, notamment de limites planétaires. Et le numérique, malheureusement, s'il poursuit la courbe actuelle, mais peut-être autant pour des usages privés que des usages professionnels. Hein. C'est pas uniquement pour les usages de la ville durable. Hein. Le bilan global aujourd'hui, je suis pas sûr que ça soit davantage sur la ville durable ou sur le fonctionnement professionnel, d'une manière générale publique et privée, que sur les utilisations individuelles et personnelles que nous pouvons avoir du numérique. Il y a aussi cette question de la montée en vulnérabilité des territoires à cause des solutions numériques. D'un côté, et on y viendra juste après, le numérique peut nous aider à faire baisser les vulnérabilités, à mieux les caractériser, à mieux les modéliser, à mieux les anticiper. Mais de l'autre, on crée avec ces nouveaux réseaux, ces nouvelles infrastructures, de nouvelles vulnérabilités face à de nouveaux risques. Je pense notamment à la cybercriminalité. Je cite souvent parfois la métropole d'Angers, qui est un de nos adhérents aussi, et qui a fait face à un ransomware il y a plus de 2 ans, et qui a mis plus d'1 an à récupérer tous ces logiciels métiers, et surtout avec ces dynamiques qu'on avait pu avoir, finalement d'oublier un peu qu'il y avait des esprits malveillants ou des dynamiques malveillantes. La numérisation ou digitalisation rapide des collectivités s'est accompagnée d'un truc qu'on appelait le zéro papier dans les administrations. Vous savez, on fait du zéro papier. Bon. Après, il faudrait demander à des DSI, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, si entre imprimer un document en noir et blanc qu'on va garder 2 ans sur son bureau, ou un fichier qui fait 50 mégas sur un serveur qui est envoyé de dizaines et des dizaines de fois par mail, quel est le meilleur bilan environnemental? C'est pas évident, et surtout, ce qui s'est passé à la métropole d'Angers, on n'avait pas gardé les bordereaux des actes d'état civil, et on n'avait plus accès aux ordinateurs. Et donc, c'est le préfet qui a repris la main pour délivrer des actes de naissance, des actes de décès, etc. On délivrait quand même au début, tout au début. Après, ils ont réussi à trouver des solutions. Mais on est arrivé à créer des vulnérabilités qui ont mis en péril des missions premières de la collectivité que les collectivités rendaient depuis Napoléon quand même. Et c'est bien ces vulnérabilités qui ont amené le problème. Deuxième chose, je suis tombé sur cette publication de la Smart Building Alliance, qui est, je pense, partenaire aussi de la Banque des Territoires. Et je suis très heureux que cette organisation, qui a beaucoup travaillé sur les immeubles connectés, etc., et d'ailleurs on s'inspire pas mal de ce qu'ils proposent, ait eu aussi ce signal d'alerte dans ce titre que j'ai vu dans AEF récemment, parce que effectivement, on a de nouveaux enjeux à partir du moment où on rend nos services urbains totalement dépendants de solutions numériques. On doit absolument les protéger, notamment des malveillances. Et bon, alors vous allez me dire, c'est des nouvelles activités à créer. Mais au début, quand on a développé le numérique tous azimuts dans les collectivités, je me souviens de la discussion à Co, où on évoquait le fait qu'on avait mis en place tout le numérique, mais sans former les agents au risque, notamment. On forme toujours les agents au risque incendie. Bon, les incendies dans les mairies, il n'y en a plus beaucoup quand même, avec tout un protocole, etc., etc. On ne le fait pas sur la cybersécurité, alors que c'est aujourd'hui bien plus probable qu'un incendie dans une collectivité. Voilà, je cite souvent ce que vous m'aviez dit à ce moment-là. Bon, j'ai déjà parlé des réserves de matériaux et terres rares. L'autre enjeu, c'est celui de la souveraineté.
Celui de la souveraineté, il y a celui de la disponibilité de la ressource, puis il y a celui de la souveraineté sur l'accès à la ressource. Qui aurait dit il y a un an qu'on n'aurait plus accès au pétrole russe ? Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, la Chine dira les matériaux et terres rares, on se les garde. Il faudra quand même qu'on fasse fonctionner nos services urbains. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des possibilités de faire des mines de lithium en France, mais il n'y a pas que le lithium. Et il faut, dans une logique de résilience, anticiper ça. D'une manière générale, dans l'association, on prône beaucoup le recours au low-tech, qui ne veut pas dire pas de numérique. On peut mobiliser le numérique dans le low-tech. Et c'est d'ailleurs ça qui est le plus intéressant. C'est l'alliance entre les deux. Mais partir du principe qu'on a des solutions extrêmement simples qui existent depuis Homo sapiens, enfin depuis l'homme de Cro-Magnon, grosso modo, la gravité, Archimède, etc., qui peuvent être réactivées aujourd'hui et démultipliées dans leur efficacité grâce à des petits apports numériques, mais pas forcément avec un numérique qui prend tout en charge. On utilise beaucoup ce donut qui commence à être assez popularisé pour dire que finalement la résilience de nos territoires consiste à construire un avenir pour l'humanité, un avenir sûr et juste pour l'humanité entre deux limites. Nous devons concentrer nos activités humaines, et en particulier économiques, entre le plafond environnemental des limites physiques de la planète, ces fameuses limites planétaires, dont le climat, mais qui n'est qu'une sur 9, la biodiversité, le cycle de l'eau, les pollutions dans l'environnement, l'acidification des océans, etc. Mais il y a aussi un plancher qui est le plancher social, le plancher de la qualité de vie, le plancher de l'acceptabilité, le plancher de la démocratie, de la santé, de l'éducation, et que c'est bien entre ces deux limites qu'on doit maintenant penser le développement, le fonctionnement de nos territoires. Je vais terminer avec le deuxième volet, le numérique au service de la transformation des territoires. Et on réalise aujourd'hui à quel point, finalement, on n'utilise peut-être pas assez le numérique pour caractériser les enjeux de manière très fine, territoire par territoire, alors qu'on commence à avoir de la production de data à tous azimuts qui pourrait être extrêmement utile à des élus locaux avant de bâtir leur stratégie de territoire pour les 10 ans qui viennent, ou avant d'élaborer un PLU, ou avant de faire une contribution au SCOT, ou avant de décider de créer tel ou tel quartier dans telle zone qui, certes, respecte par exemple aujourd'hui les PPRI et la réglementation inondation, mais un certain nombre de données disponibles montrent que la probabilité que les occurrences d'inondation dépassent largement les plus hautes eaux connues et donc la réglementation est très forte dans les 5 ans. Ça, c'est pas dans la réglementation, mais c'est dans des données qui sont existantes, mais qui ne sont pas toujours connues par les territoires. Donc on a notamment un certain nombre de membres dans France Ville Durable qui proposent de collecter ces données, de les fournir aux territoires pour orienter la décision, avant de prendre les décisions. Retrait-gonflement d'argile, évolution du ruissellement, tempête, effet d'îlot de chaleur urbain, capacité des sols à se régénérer ou à absorber de l'eau ou à faire un jardin de pluie, etc., etc. Cadastre solaire, j'y viendrai tout à l'heure. Il y a tout un tas d'outils ou de données qui n'existaient pas il y a encore 5 ans et qui sont donc pas forcément connus des acteurs. C'est tout à fait normal. Si on veut accélérer, il faut mettre ces données à disposition des territoires de manière automatique, actualisée, dans une logique de diagnostic de territoire sur à la fois les risques et les opportunités. Je citais le cadastre solaire. Maintenant, ça commence un petit peu, mais nous, on va encore beaucoup dans des territoires où des acteurs ne savent pas que ça existe. Je pense que Neymer en parlera tout à l'heure, mais on a découvert ça il n'y a pas si longtemps, en fait. Peut-être si, ça existait déjà depuis longtemps, mais c'est devenu connu depuis pas si longtemps. Ça existe aussi en géothermie de surface, etc. C'est-à-dire que le numérique, on peut l'utiliser aussi bien pour mieux caractériser les enjeux dans la finesse de territoire par territoire, mais aussi les opportunités, les potentiels de ce territoire spécifiquement pour répondre aux différents enjeux. Je vais citer aussi la nouvelle suite de logiciels qui a été développée par un autre de nos membres qui est Efficacity, soutenu par l'État, et qui permet aujourd'hui, c'est ça qu'on juge le plus important aujourd'hui, des évaluations ex ante et pas ex post. Grosso modo, des outils d'aide à la décision avant de faire et pas
évaluer 1 an et demi après avoir fait et réaliser que finalement c'était pas ça qu'il fallait faire. On a une culture de l'évaluation ex post plutôt. Aujourd'hui, vu l'urgence climatique, comment peut-on outiller les décideurs et les décideuses pour ne plus se tromper au moment de la décision d'investissement, de projet, de planification urbaine, et pas pour mesurer après coup que finalement c'était pas la meilleure des solutions. Donc là, on a des logiciels qui permettent par exemple des simulations de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de différents parties d'aménagement d'une ZAC, que ça soit du neuf ou de l'existant. On rentre dedans l'état du bâti existant et on a vraiment des calculs extrêmement fins et précis qui permettent d'orienter la décision et d'avoir, avant de faire, des bilans précis sur les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de partenaires privés ont soutenu ces logiciels. Je pense ceux qui sont dans la salle, et il y en a eu d'autres. Je vais dire un mot juste sur l'inclusion. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. J'ai pris cet exemple. Alors, vous allez me dire, un taxi volant, c'est pas forcément du numérique, mais forcément, ça développe du numérique. Et sans le numérique, on n'aurait pas de taxi volant. Le titre de ce chapitre, il y a aussi la logique du numérique inclusif. À partir du moment où on sait que le numérique consomme des ressources, qu'il a des externalités négatives, comme on dit. Il doit y avoir débat sur là où on les met, ces ressources et ces externalités négatives. Est-ce qu'on les met sur la santé ou est-ce qu'on les met sur des taxis volants pour 0,002% de la population qui aura les moyens de se le payer? C'est des choix, c'est des vrais choix qui aujourd'hui ne sont pas faits. Aujourd'hui, on développe le numérique tous azimuts, quel que soit le domaine. On verra bien. On développe, puis on verra bien si ça débouche sur quelque chose. Mais ça fait fi de cette question de l'utilisation des ressources. Je trouve qu'on ne débat pas assez, démocratiquement, localement, de ce qui est prioritaire en utilisation du numérique, territoire par territoire, collectivement. C'est pas une catégorie d'acteurs qui doit le dire. C'est un débat pluriel qui doit déterminer là où on va mettre cette utilisation de ressources, ces externalités négatives, qu'est-ce qui est prioritaire pour le territoire. Sur le fonctionnement du territoire, bien sûr, c'est l'autre volet, les hyperviseurs. Je pense à Dassault Systèmes aussi, qui a participé à nos travaux. On a d'autres acteurs qui proposent des jumeaux numériques. Il y a Engie, il y a Bouygues Construction, qui ont beaucoup participé à ça aussi. Et là aussi, la réflexion évolue beaucoup. C'est très intéressant de voir à quel point ça évolue. On était parti au début sur l'idée de tout mesurer et d'avoir des capteurs partout pour à peu près tout. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'expérience aussi qui fait ça, qu'il y a des domaines où c'est beaucoup plus utile que dans d'autres. Et que peut-être c'est pas nécessaire de blinder toute la ville de capteurs qui vont collecter des datas toutes les X minutes, entreposer sur des serveurs énergivores, etc. Par contre, il y a des domaines dans lesquels on a une plus-value évidente. Il faut le mesurer. Il faut mesurer la plus-value qu'on a pour telle ou telle solution numérique. Et je terminerai en disant, et ça rejoint les sujets qu'on a sur l'aménagement, qu'on a sur la mobilité, qu'on a sur tout un tas de secteurs aujourd'hui qui sont remis en cause par les enjeux de l'Anthropocène. Moi, j'étais tombé il y a quelques années sur ce visuel, ce tweet qui m'avait beaucoup marqué, où on voit que là, on a une promotion de la transformation digitale de l'entreprise qui va nous permettre de faire voler plus d'avions, d'avoir plus de conteneurs, de porte-conteneurs, de produits inutiles qu'on fait venir de l'autre bout du monde, etc., etc. Donc, si le numérique, le but de l'utilisation du numérique, c'est de faire du toujours plus de production, plus d'extraction de matières premières, plus de consommation, il ne faut pas utiliser le numérique. Si en revanche, le numérique, c'est pour faire du mieux mais moins, qui devient un slogan de la ville durable, du mieux mais moins, on a tout intérêt à utiliser le numérique et il ne faut certainement pas s'en priver parce qu'on peut avoir des gains importants et mesurables. Simplement, il faut le mesurer. Donc dans ce livrable, vous trouverez des recommandations sur chacun de ces deux secteurs et des présentations d'outils et d'exemples. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Et donc nous invitons à présent à nous faire part de... Alors, merci beaucoup Sébastien. Et nous invitons à présent à nous faire part de leur retour d'expérience. Cédric Grenet, Jo Anteret. À distance, on aura Annelise Castre-Saint-Martin et Sophie Houzé. Je laisserai tout le monde se présenter. Et Constance Le Gallais, chargée de mission innovation territoriale à la Banque des Territoires, qui va animer cette table ronde. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut avoir les personnes à distance? Peut-être on peut les voir s'afficher.
Bienvenue. Merci beaucoup pour cette présentation du livrable qui était, je trouve, passionnante et qui va faire tout à fait écho à ce qui va être dit. Donc moi, je suis ravie de pouvoir animer cette table ronde où effectivement, on va échanger un peu, concrètement sur l'usage du numérique au service du développement durable des territoires. Et l'objectif, c'est de vous donner, de présenter des outils, des bonnes pratiques, vraiment d'être dans le concret. Donc c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir 2 territoires ici présents et 2 autres acteurs en distance. Je peux peut-être vous laisser juste vous présenter en nom, prénom, structure, chacun. Donc, je suis Cédric Grenet, je suis directeur du numérique et des systèmes d'information à Cossenaglo, territoire en Normandie, sur l'axe Seine, entre la métropole de Rouen et la communauté urbaine du Havre. Bonjour, je suis Johan Terré, je suis directeur général adjoint chargé du pôle ressources de la ville et de la métropole de Rennes. Merci. Et à distance, du coup, peut-être Anne-Lise. Bonjour, donc je suis Anne-Lise Castres-Saint-Martin, je suis la directrice produit de l'entreprise Nemer. Merci. Sophie. Bonjour à tous, je suis Sophie Ouzé, je suis responsable de la mission Ville et Territoires Intelligents au CEREMA. Merci. Voilà, comme ça on a testé, tout fonctionne. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ma première question, je vais me tourner vers les territoires et d'abord vers Rennes Métropole. Donc, vous êtes plutôt connu, en tout cas à Rennes Métropole, pour être particulièrement actif sur ces sujets, sur les sujets numériques responsables. Je crois savoir que vous avez récemment reçu une labellisation de l'Institut numérique responsable. Du coup, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous donner un peu les grandes lignes de votre stratégie numérique responsable ? Et surtout, je pense, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi la ville s'est engagée dans un tel projet. Très bien. Écoutez, merci pour l'accueil et avec plaisir et une très grande satisfaction d'entendre le discours de Ville Durable. Alors, pourquoi on a engagé à la métropole et à la ville sur le numérique responsable? On est engagé depuis de très nombreuses années, bien avant qu'on puisse parler du numérique responsable. Je pense qu'il y avait un volontarisme politique très fort depuis maintenant plus d'une dizaine d'années de travailler sur le respect écologique. À l'époque, on parlait de ça, du respect écologique de la part du numérique. Ça s'est traduit dès 2015 par la signature d'une charte d'une charte verte sur le numérique, sur la diminution des consommations énergétiques du numérique, avec des engagements relativement chiffrés sur la baisse des consommations énergétiques de tout notre parc informatique, impression, etc. Ça, ça a été signé en 2015 de mémoire, donc ça commence finalement un peu à dater. Puis avec le nouveau mandat, et puis je pense chemin faisant avec toute l'actualité et tous les enjeux qui sont apparus, il y a une volonté politique, mais aussi une volonté des services, que ce soit les services numériques, de la direction générale, de s'impliquer davantage et d'aller dans l'élaboration de stratégies du numérique responsable. Alors maintenant, ça paraît rien, la loi est arrivée, mais on a engagé cette démarche de stratégie numérique responsable avant la loi Rennes, et elles ont été adoptées par le Conseil métropolitain et le Conseil municipal de Rennes au printemps 2022 à l'unanimité. Et c'est vraiment... c'est un document phare, structurant, et la volonté des élus et de la direction générale, ça a été que ce document structurant passe dans les assemblées délibérantes. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est pas rien. C'est jusqu'à présent, et même si la ville de la métropole de Rennes était très engagée, le numérique, c'était quand même un peu l'affaire des services. Il y avait quand même... un ou deux élus qui étaient engagés, mais ça restait quand même l'affaire des services. On y reviendra quand même sur la gestion de la donnée, ce qui fait aussi un peu la réputation de la métropole, mais quand même. Et en fait, la volonté des nouveaux élus et de la direction générale, ça a été de dire il faut que le numérique devienne une véritable politique publique à part entière. Et donc, c'est ça qui nous a incité à vouloir passer les stratégies numériques responsables devant les assemblées délibérantes, et évidemment à travailler sur un document très structuré qui est organisé autour de 6 axes. Et vous me demandiez quels sont les axes principaux.
rien d'extraordinaire maintenant, hein. C'est le numérique qui est engagé en faveur de l'environnement. Donc, comment peut être un outil en faveur de la transition écologique, on en reparlera. C'est la sobriété numérique, comment le numérique dans ses usages, dans son matériel, il peut être aussi beaucoup plus sobre. Vous en parliez à juste titre sur les émissions de gaz à effet de serre du numérique. C'est aussi des engagements sur un numérique qui est beaucoup plus social, donc avec des enjeux d'inclusion et de médiation numérique sur lesquels on a énormément travaillé. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi un numérique éthique, et éthique à plusieurs dimensions. Éthique parce que alors Rennes a beaucoup travaillé maintenant depuis presque une quinzaine d'années sur la collecte de données, la gestion de la donnée, le partage de la donnée, l'interopérabilité de la donnée entre les acteurs. Donc une dimension éthique autour de la gestion de la donnée. Et éthique aussi dans les choix, et vous parliez justement des choix politiques, éthique vis-à-vis des citoyens, ce qui fait que la ville de Rennes, dans le cadre de la réflexion sur le déploiement de la 5G, a mis en place un comité consultatif des citoyens sur le numérique qui justement réunit des citoyens engagés, qui ont une certaine connaissance sur le sujet, qui peuvent émettre des avis, qui peuvent être sollicités aussi par les élus sur ces questions-là. Donc voilà d'où vient un peu la jeunesse. Pour être honnête, hein, c'est chemin faisant, c'est-à-dire que, et je pense que c'est aussi ce qui démarque le territoire rennais par rapport à d'autres collectivités en France, hein, qui sont aussi très avancées, mais c'est vraiment chemin faisant, c'est la rencontre d'élus passionnés, très investis, de services aussi très mobilisés qui font que on avance progressivement. Et alors parce que c'est sans doute une caractéristique bretonne, on n'est pas du tout donneur de leçons, et j'avoue qu'on se cherche aussi sur pas mal de sujets. On n'est pas une valeur d'exemple, et c'est pour ça qu'on aime bien pouvoir échanger. Par contre, voilà, sur certains sujets, il est vrai qu'on a fait des avancées, et les retours d'expérience sont toujours très intéressants. Merci beaucoup, c'était très complet. Du coup, ce que je comprends quand même, donc il y a eu ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un peu une espèce de basculement au moment où il y a eu aussi une saisine du politique de ce sujet. Donc il y a vraiment là, c'est un sujet de politique, en fait, il faut un portage. C'est un sujet de politique publique à part entière, mais ça, c'est le DGA Ressources qui parle. J'ai toujours estimé et considéré que les fonctions ressources, que ce soit des ressources humaines, financières, ou numérique, ce sont d'abord et avant tout des politiques publiques, comme il existe des politiques d'urbanisme, d'éducation, de petite enfance, de sport. Et je pense que le numérique, alors maintenant, tout le monde, j'ai envie de dire, ici, tout le monde est convaincu, mais le numérique, si on veut lui donner une dimension éthique, sociale, soutenable, tout ce qu'on veut, responsable, il faut forcément définir des axes politiques, des axes et des objectifs politiques. Sinon, ça reste technique. Et sans vexer personne, je pense que on le sait tous, le DSI, le numérique a longtemps été le monopole, l'apanage des DSI qui avaient tendance à techniciser le sujet. Finalement, c'était vu comme un obstacle. Peut-être que mon collègue à gauche me déjugera, mais en tout cas, c'était perçu comme ça. Et ce qu'on essaye de faire en le transformant en politique publique, c'est qu'on essaye de le vulgariser dans le bon sens du terme pour les enjeux soient compréhensibles et pour que tout simplement ils soient démocratisés. Parce que vraiment, je me retrouve pleinement dans vos propos. L'enjeu de la démocratisation du numérique, c'est essentiel. Sinon, c'est voué à l'échec et on ne responsabilisera pas les acteurs. Ça, et on les embarque pas. Et est-ce que vous pourriez, du coup, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit sur les projets, sur la concrétisation et le fait que notamment France Ville Durable est un do tank, est-ce que vous pourriez du coup nous donner un ou deux exemples de projets très concrets où le numérique a permis de faire mieux et moins? Alors, faire mieux et moins, je ne sais pas comment le numérique là va être accompagné de la transition écologique, mais moi j'y tiens parce qu'on est très investi au niveau de la direction des services numériques. C'est quand même sur la sobriété du numérique dans ses usages, dans son matériel. Je pense que là-dessus, ça passe d'abord et avant tout là-dessus. J'insiste là-dessus parce que on pourrait dire oui, le numérique, grâce à la collecte de données, et j'y reviendrai, il peut faire accompagner la résilience des territoires, etc. En tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les émissions de gaz effet de serre du numérique, c'est d'abord et avant tout sur la production de matériel. Hein. Et on commence à avoir quelques retenues. Vous avez beau collecter toutes les données que vous voulez sur la gestion de la température de vos bâtiments ou des piscines, comparé à ce que peuvent polluer le numérique par la fabrication d'ordinateurs, de smartphones, c'est pas comparable. Donc
l'axe fort, c'est vraiment l'IT for Green. C'est vraiment l'axe numéro 1. Et donc, nous, on travaille rien d'extraordinaire sur la question du matériel. On rationalise nos matériels. On travaille sur, évidemment, les infras, sur la virtualisation des serveurs. Et puis, on travaille sur les usages. On est assez impliqué sur, justement, la responsabilisation des acteurs en externe ou en interne sur, notamment, la question de la médiation. Et puis après, il y a vraiment comment le numérique peut aider à la transition écologique. Alors, je prendrai deux exemples qui sont sans doute un peu connus. C'est d'abord le réseau LoRa que la métropole a déployé, d'abord dans une phase d'expérimentation en 2016, et puis montée en puissance à partir de 2019. Puis là, on est en plein dans la réflexion sur l'accroissement et le devenir juridique et financier du réseau LoRa. Mais le réseau LoRa, il a 2 cas d'usage. Alors, c'est un réseau, pour faire simple, de collecte de données qui utilise des fréquences libres. Donc, il a 2 usages. D'abord, sur la gestion, la collecte de données énergétiques sur un certain nombre de bâtiments de la ville et des communes de la métropole, de la ville de Rennes et de la métropole de Rennes. Collecte de données justement qui permettent de suivre les consommations énergétiques et donc de pouvoir éventuellement prendre des décisions très utiles dans le contexte qu'on a connu. Et puis sur la gestion de la collecte des déchets où un certain nombre de containers ont des capteurs et on renvoie de la donnée pour faciliter la collecte des déchets et de l'orienter et d'avoir une collecte au plus juste des besoins. Après, un deuxième projet qui a été initié par la métropole, c'est tout ce qui concerne la collecte des données, le partage des données. Et donc, on a répondu à un appel à projet européen, RUDI, le programme RUDI. Et donc, en fait, le programme RUDI, c'est vraiment alors, quand je le dis comme ça, en général, mes collègues me regardent avec des gros yeux. Je dis que c'est un entrepôt de données, c'est pas ça, mais c'est une plateforme de collecte de données qui permet l'échange de données. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir la métropole et la ville. On est dans la mesure où on délivre énormément de politiques publiques. On est détenteur d'énormément de données. Et en fait, le parti pris qui a été fait, c'est de se dire, mais puisqu'on a ces données, essayons de les valoriser déjà en interne, ce qui n'est pas toujours facile, mais essayons aussi de les valoriser auprès d'autres acteurs. Donc le principe fondateur de RUDI, c'est de se dire, cette donnée, et les partenaires qui vont être associés au programme RUDI, ils vont échanger ces données pour essayer de construire de nouvelles politiques publiques qui vont pouvoir agir en faveur de la transition écologique. Et là encore, c'est un programme qui a bien marché. Et donc, on est dans une phase, est-ce qu'on va monter en puissance et on répond à l'appel à projet sur territoire intelligent et connecté, donc avec le projet City Orchestra. Et donc, justement, l'idée, c'est de pouvoir alors, à la fois rationaliser la collecte de données, parce que je pense qu'on peut collecter à tout crin la donnée, mais parfois, on a du mal à la traiter. Donc, ça soulève plein de questions sur la multiplication des capteurs. Et même si nous, on est sur un réseau LoRa, ça soulève qui est faible en ondes, ça soulève quand même plein de questions. Mais c'est surtout derrière qu'est-ce qu'on en fait sur comment on peut assurer la transmission de la donnée entre les différents opérateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est un peu les 2 exemples. Et puis après, vous l'aviez développé, on travaille sur le jumeau numérique qui est beaucoup exploité par les services métropolitains, justement sur le jumeau numérique qui permet justement de virtualiser et d'avoir des projections 3D qui sont véritablement des outils d'aide à la décision, notamment en matière urbanistique et sur le PLU. Ok, Voilà. bah, merci beaucoup. Non, mais très intéressant. Et je pense que ça fait bien le lien aussi avec Monsieur Grenet de Cosen-Aglo qui vous exploitez un jumeau numérique ou un hyperviseur. On va exploiter un hyperviseur. Donc là, je pourrais évoquer quelques mots, mais là, comme tu l'évoquais tout à l'heure, l'idée étant d'être plutôt sur ce qu'on a fait, plutôt sur ce qu'on va faire. Déjà, merci. Entre voisins, là aussi, on ne sera pas donneur de leçons. Nous, on n'est pas bretons, on est normands, mais on n'est pas très loin. Et du coup, on est à peu près dans la même philosophie. Et pour rebondir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, le président de l'époque, il a nommé à la tête de la direction du numérique un géographe et non pas un informaticien. Ce qui était aussi pour avoir une vision plutôt holistique, plus qu'une vision technologique sur les politiques, sur la problématique numérique.
Donc ça, c'était un grand sujet. Et on est un territoire un peu particulier. Et par rapport à nos amis rennais qui, du coup, ont une dimension en termes de population et une dimension en superficie beaucoup plus importante que la nôtre. Nous, on est un territoire de 78 000 habitants sur 550 km². C'est un territoire un peu particulier aussi parce que du coup, on y voit sur le nord du territoire, on va avoir des champs de lin avec une des grandes productions agricoles françaises en termes de lin. Et sur l'axe Seine et sur la Seine elle-même, on va avoir 8 Céveso seuil haut et notamment la plateforme Exxon dont on entend parler actuellement assez régulièrement en termes de raffinerie, donc avec des industries plutôt carbonées au départ et avec justement un territoire entre deux très grands territoires qui sont le territoire rouennais et le territoire havrais. Et donc, depuis maintenant, j'allais dire les années 70, se pose la question de comment on travaille au quotidien sur ces différentes thématiques, quelles sont les interactions entre ces différentes thématiques et toutes les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre. Et donc, on a un ADN chez nous, on est 450 collaborateurs. Donc on a aussi on est encore à taille humaine, j'allais dire aussi par rapport à une agilité plus forte aussi entre les différents, j'allais dire différents liens hiérarchiques, et ce qui nous permet assez rapidement de travailler non pas sur une technique ou sur un enjeu, enfin sur une mission ou une compétence, mais plutôt travailler directement sur des enjeux. Et notamment, il y a maintenant 2 ans, on a fait un diagnostic 360 avec France Ville Durable, notamment, et du coup, où on a évalué nos politiques publiques, non pas thématique par thématique, mais par les grands, justement, ce périmètre dont on a parlé tout à l'heure, créativité, résilience, notamment, et donc, en sortant justement de cette dimension, la voirie, la mobilité, et de pouvoir traiter de façon beaucoup plus holistique là-dessus. La partie numérique, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai eu la chance de travailler sur ce territoire depuis quasiment 20 ans maintenant, ça fait mal de le dire, mais ça fait 20 ans. Et en fait, on a créé la direction du numérique simplement en 2018. C'est-à-dire que le champ du numérique n'était pas forcément un champ dans lequel on était embarqué en tant que tel. On était plutôt sur la question des ressources au sens stricto sensu et non pas en termes de politique publique. Et c'est en 2018 que s'est posé la question vraiment d'en faire une politique aussi publique. On m'a demandé de créer une feuille de route qui a été validée par les élus et qui intègre justement plusieurs champs. J'allais dire la dématérialisation plus classique, hein. On l'évoquait tout à l'heure, hein. Alors, le zéro papier, c'était utopique et ça le restera et c'est pas forcément l'intérêt. Mais on avait la problématique de la démat. On avait également le fait de mutualiser les outils et mutualiser les moyens en termes d'informatique et de numérique entre l'agglomération et des communes du territoire. On en a 50 communes, hein, dont la plus petite est à peu près à 150 habitants. Donc, ce qui veut dire aussi, il n'y a pas forcément de technicité au sein de la commune d'un point de vue numérique, mais par contre, ils ont des besoins. Moi, j'ai eu la chance, et j'ai démarré là-bas comme ça, d'être chef de projet géomatique et d'avoir mis en place en 2004 un web SIG mutualisé entre les communes et l'agglomération. Et en gros, on était encore loin ça fait le pan avec la question du faire. Très tôt, du coup, dès 2004, en fait, la question du cadastre ou la question des données, en fait, était centralisée au niveau on va dire, de l'EPCI plutôt qu'au niveau de chaque commune. Et en fait, on a formé l'intégralité des services des communes à utiliser le SIG communautaire. Et au fur et à mesure des années, ce SIG est devenu la pierre un peu angulaire de l'ensemble de collecte des données, avec un portail Open Data classique, mais un portail de données aussi, et des outils, notamment web, à disposition des communes. Et lorsque, par exemple, pour prendre un exemple très concret, le règlement défense incendie a été modifié par les services du SDIS. En fait, c'est l'agglomération qui a mis à disposition ses moyens techniques et d'analyse et de calcul pour voir l'interaction entre ce nouveau règlement, les règles d'urbanisme et l'impact sur, j'allais dire, le droit du sol et l'instruction droit du sol, qui est également chez nous. Donc, pour prendre un exemple très concret, on est dans ce cadre-là. Et derrière, un autre pan qu'on a développé, et là qui a été encore plus marqué après l'épisode du Covid, c'est la question de l'inclusion de la médiation numérique. On a une problématique, et on l'a vu, hein, l'État s'en est préoccupé aussi avec la création des conseillers numériques France Service, 4000 en France de mémoire.
On en a quelques-uns sur notre territoire. Et en fait, on s'aperçoit que ça soit le jeune public comme les plus anciens, en fait, pas parce qu'ils sont équipés d'un smartphone, qu'ils savent utiliser le numérique. Et derrière, on a travaillé sur un maillage autour de cette problématique-là. Et pour pouvoir accéder à un ordinateur à proximité, ce qui permet que, par exemple, un senior n'a pas forcément besoin pour ses démarches d'avoir un ordinateur chez lui, mais il a un ordinateur à disposition assez rapproché de chez lui. Et l'autre problématique, c'est s'il en a un chez lui, qu'il l'utilise à bon escient et qu'il soit, en termes de confiance aussi, qui est un autre pan chez nous de politique publique, c'est la question de la confiance dans le numérique, dans la donnée. Donc c'est énormément de travail autour, dans le cadre de la semaine de sécurité ou de la semaine du numérique, de sensibilisation autour des problématiques de cyber et d'escroquerie. Parce qu'en fait, un senior reçoit un mail en disant qu'il a reçu un colis et en fait, il se fait retirer de 20 ou 30 euros. Derrière, il n'a plus forcément confiance dans la question du numérique aussi derrière. Donc ça veut dire aussi l'accompagner dans cette démarche-là. Et puis, je fais le lien avec d'autres services chez nous, par exemple le service communication ou d'autres services qui mettent à disposition des sites internet où on a des médiathèques avec des ressources numériques à disposition. On se retrouve avec des personnes qui forcément les utilisent pas forcément parce qu'ils savent pas utiliser le numérique en lui-même. Donc derrière, on travaille aussi justement à les accompagner pour que derrière ils exploitent encore mieux nos propres outils. Pour que finalement ce qui est mis en place soit exploité à son plein potentiel et du coup soit encore plus utile, quoi. Moi je trouve ça très intéressant ce que vous nous expliquez, d'autant que voilà, on n'est pas là pour comparer, mais vous êtes une beaucoup plus petite communauté d'agglos, donc finalement ce que vous pouvez dire, c'est que la sobriété, le numérique responsable, c'est pour toute taille de collectivité. Oui, moi toute taille de collectivité, je pense que j'allais dire on est tous citoyens aussi, oui. On est tous contributeurs aussi, et on est tous, on paye quasiment tous des impôts aussi. Et donc derrière, on met à disposition des services. Il faut aussi que nos territoires soient résilients, quelle que soit la taille. Et en gros, on se retrouve aussi avec des complémentarités. C'est-à-dire que nous, on a ces deux grands voisins qui sont Rouen et Le Havre. C'est un travail en complémentarité. Dans lequel vous avez évoqué le pôle métropolitain. Nous aussi, on a un pôle métropolitain. Donc, on a une stratégie data à l'échelle du pôle métropolitain aussi, ce qui nous permet de travailler sur certaines thématiques en commun et de mutualiser notamment soit des moyens. Et derrière, un autre exemple, en termes de biodiversité, lorsque on accompagne la population sur la collecte d'informations sur les espèces vivantes, qu'elles soient en termes de faunistique ou floristique, derrière, nous, on met à disposition les outils. Et en fait, c'est les mêmes outils qu'on utilise au quotidien pour collecter les panneaux de signalisation. C'est les mêmes outils, mais qu'on met à disposition. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et quelle que soit notre taille de collectivité, c'est d'être sobre aussi, en ne multipliant pas les capteurs, en ne multipliant pas les systèmes. Je le dis régulièrement comme ça, mais lorsqu'on va sur des salons, techniciens ou élus, c'est pareil, on revient avec des yeux, parfois des paillettes dans les yeux et avec la volonté de s'acheter des choses. Et puis après, on se pose et on se dit, mais est-ce que du coup, on n'a pas déjà ça en interne ? Nous, on a la chance, peut-être, le fait d'être une collectivité un peu plus petite, de pouvoir limiter ce qu'on appelle le shadow IT. C'est-à-dire que l'achat de logiciels à côté, l'achat de données à côté, et de pouvoir centraliser aussi, ce qui est parfois plus compliqué dans des grandes collectivités. Et ça, c'est un élément important à voir et s'apercevoir que souvent dans les structures, on a, quelle que soit la taille, on a déjà soit des compétences, soit on a déjà des ressources au niveau matériel, au niveau data. Et là encore, il y a des élus qui sont présents ici, des décideurs locaux, en l'occurrence. Parfois, passer juste la tête dans le bureau du géomaticien. Oui. Parce que le bureau du géomaticien, souvent, il a les outils, il a les données, et il attend juste une chose, c'est qu'on lui demande quelque chose. Qu'on vienne taper à sa porte, ouais.
Voilà, je reviens sur l'idée d'exploiter le potentiel complet de ce qu'on a à disposition. Merci beaucoup pour ces retours terrain, enfin qui sont vraiment qui nous montrent concrètement ce qu'on peut faire sur les territoires. Du coup, là, on vient d'évoquer un peu sur la fin là, les outils, donc ce qui permet de faire une bonne transition avec Namer pour creuser un peu le rôle des outils. Ça pose la question du comment faire finalement pour utiliser les outils. Enfin, quels sont les bons outils pour à mettre au service de la transition environnementale. Du coup, est-ce que peut-être vous pourriez expliquer, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Namer, présenter un petit peu Namer, Anne-Lise? Avec grand plaisir. Namer, on est une entreprise innovante fondée en 2017. On est membre de la French Tech Green 20, donc c'est-à-dire des 20 entreprises innovantes considérées prometteuses en matière de transformation écologique. Et on est également ravis d'être membre de France Ville Durable. Notre mission chez Namer, c'est de révéler le potentiel de transformation écologique du parc immobilier bâti par la donnée. Nous, on est une entreprise tech. On utilise notamment des technologies d'intelligence artificielle pour fabriquer des données. Et notre modèle, c'est de fabriquer de la donnée de façon massive sur tout le parc immobilier. En lien avec cette mission, on a une conviction qui est qu'on peut prioriser les investissements dans la transformation du parc immobilier bâti avec de la donnée pour accélérer et garantir le fait que l'habitat déjà construit aujourd'hui soit toujours habitable en 2050. C'est un peu notre obsession. Donc ça, c'est vraiment à mettre en lien avec les enjeux, évidemment, carbone autour du bâtiment. Mais nous, on est vraiment dans une approche systémique et on regarde à la fois ces enjeux-là, donc évidemment en lien avec les questions de rénovation énergétique, mais également comment le bâtiment, il peut aussi rendre des services. Il peut être un support pour produire de l'énergie renouvelable. Il peut contribuer à une trame verte, il peut réduire peut-être un effet îlot de chaleur urbain en travaillant sur sa toiture. Bref, on regarde un peu tous ces sujets-là. Et encore une fois, notre objectif, c'est avec de la donnée, prioriser les investissements pour transformer ce parc et au maximum, en fait, maintenir son caractère habitable à l'avenir. Évidemment, du coup, en lien aussi avec l'enjeu zéro artificialisation nette, à chaque fois qu'on rend un bâtiment habitable et qu'on pérennise finalement sa fonction, on évite d'aller devoir reconstruire ailleurs. Merci. Oui, allez-y. Du coup, je peux présenter peut-être de façon un peu plus concrète nos solutions. Oui, voilà, et celles qui s'adressent au territoire, effectivement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nos solutions, concrètement, elles s'organisent en deux types de solutions. Des solutions d'API, donc de données pures. Les collectivités vont appeler nos données pour venir compléter les leurs. Et quand elles ont des systèmes d'information déjà construits, elles viennent enrichir en fait les données qu'elles ont déjà avec nos données inédites. En général, elles le font autour de trois grandes thématiques que je détaillerai après. Je voulais juste dire qu'on a également une solution logicielle clé en main dans laquelle on peut faire aussi des analyses avec nos données quand on n'a pas forcément envie de faire cet effort d'intégration dans les systèmes d'information. Voilà, ça dépend un peu du niveau de maturité et du souhait des services des collectivités. Les thématiques qu'on adresse aujourd'hui, il y en a trois grandes. La première, c'est celle de la rénovation énergétique. La deuxième, c'est celle des énergies renouvelables et particulièrement du solaire. Et la troisième, c'est celle de l'adaptation aux risques. Je vais essayer de donner des exemples concrets sur ces trois thématiques, même si des cas d'usage, on en a un certain nombre. Sur la rénovation énergétique, vous vous en doutez, en ce moment, le sujet, c'est la mise en œuvre de la loi climat-résilience. Donc, on a beaucoup de demandes des collectivités pour connaître le bâtiment et l'impact de cette loi climat-résilience sur la question des passoires thermiques. Donc, où sont situées les passoires thermiques, où sont situés les logements qui font déjà l'objet d'une interdiction de location, par exemple, ou d'un gel des loyers, et comment, avec les différentes échéances qui vont arriver, ça va avoir un impact sur le territoire. Pour expliquer ça, il faut comprendre que nous, Namer, on a, et ça donne un bon exemple de ce qu'on fait, on a une étiquette DPE qui est prédite sur 100% du parc diffus.
Donc, on utilise en fait les données ouvertes de l'ADEME et l'ensemble des autres informations que nous, on a fabriquées dans notre jumeau numérique du bâtiment, donc des informations par exemple de période de construction, de typologie d'habitat, de matériaux des murs, etc., pour apprendre à nos algorithmes à prédire une étiquette DPE. Et donc aujourd'hui, on a une prédiction d'étiquette DPE sur 100% du parc diffus. Donc ça permet d'avoir une image un peu globale de l'état de son parc et de l'impact de cette loi. On a aussi des informations un peu plus avancées dans la chaîne de valeur, je dirais, de la rénovation énergétique, qui sont des informations de prédiction de quelque part du potentiel de rénovation énergétique du parc. On a calculé, donc encore une fois sur tout le parc diffus, des estimations de quels sont les gestes travaux en termes de rénovation énergétique qui seraient pertinents et applicables à ce bâtiment, à cette adresse, et comment je peux estimer les coûts et les gains, à la fois en économie d'énergie, carbone et en euros aussi, bien sûr, pour les habitants. Donc ça, pour les collectivités, ça peut servir, par exemple, à dimensionner des politiques publiques ou des enveloppes d'aide locales pour dire, par rapport à la typologie spécifique de mon parc, comment je peux aller chercher les 20% de gestes de travaux qui vont me permettre d'atteindre les 80% d'économie d'énergie sur mon territoire. Ça, c'était pour donner un premier exemple sur la rénovation énergétique. Deuxième thématique, c'est le solaire. Sébastien a évoqué tout à l'heure du coup notre solution de cadastre solaire, j'y reviendrai après. Et merci de l'avoir fait. Toujours d'un point de vue plutôt offre directe aux services techniques des collectivités, on leur apporte pas mal d'informations en ce moment sur les potentiels solaires des bâtiments publics. L'idée, c'est, voilà, je suis une collectivité, je veux engager un plan de solarisation de mon parc. Est-ce que je fais des audits de l'ensemble de ce parc ou est-ce que je vais faire des audits sur les 20% du parc où NEMR m'a indiqué que c'est là que j'avais les potentiels solaires les plus intéressants. C'est ça le cas d'usage. On ne remplacera jamais, encore une fois, on fait de la donnée prédite avec du machine learning, avec de l'intelligence artificielle et on ne remplacera pas les audits qui sont nécessaires sur le terrain. Mais nous, on est là pour venir donner une image globale et prioriser les actions. C'est une aide à la décision. Enfin, ça participe à... C'est un éclairage nouveau pour prendre la décision. Ouais. Exactement. Donc, on se situe vraiment au début des parcours de prise de décision pour accélérer l'action. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble du parc public du potentiel solaire, mais également de la faisabilité de solarisation. Nous, on fait de l'analyse d'image avec l'imagerie aérienne de l'IGN et on va détecter des matériaux de toiture, un niveau de vestusté de la toiture, des objets sur le toit. Et donc, on va pouvoir apporter des informations assez qualifiées sur à la fois le potentiel solaire, mais aussi la faisabilité technique en fait, d'installer des panneaux. Aujourd'hui, en lien avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, on travaille aussi sur les parkings, être capable de raccrocher aux bâtiments publics les parkings qui sont associés, les parkings extérieurs, pour pouvoir évaluer une surface et un potentiel solaire également associés. Troisième cas d'usage que je voulais évoquer, c'est celui de l'adaptation. On a fait tout un travail autour de la prédiction des îlots de chaleur urbains grâce à un projet d'innovation du CNES. Donc là, l'idée, c'était grâce à notre connaissance de la typologie du bâti, de pouvoir, et grâce à des données passées sur les effets îlots de chaleur urbain, de pouvoir prédire un îlot de chaleur urbain et l'expliquer. Quelles sont les principales causes de ce plus 3 degrés sur cette zone en cas de forte chaleur. Donc, est-ce que c'est plutôt lié à la densité du bâti? Est-ce que c'est plutôt lié à la nature des sols, etc. Donc, on a fait ce travail et aujourd'hui, on est en train avec certaines collectivités, de finaliser un produit sur le sujet, notamment pour pouvoir également faire des préconisations. C'est évidemment ça qui intéresse les collectivités, évaluer l'impact de décision de je végétalise cet espace ou cette rue, comment je peux espérer avoir un impact sur cet îlot de chaleur urbain et comment je peux espérer quantifier cet impact. Donc ça, c'est toutes les solutions qui sont vraiment du B2B, c'est-à-dire que c'est nous qui apportons aux services techniques des collectivités des données qui finalement leur servent à piloter l'action ou à l'évaluer.
Le deuxième type de solution que je voudrais évoquer rapidement, c'est des solutions, donc comme c'est le cas pour Solar, notre cadastre solaire, que les collectivités achètent pour apporter de l'information aux habitants sur le territoire. Donc là, c'est un peu différent. L'idée, c'est de mettre des informations à disposition des habitants du territoire pour accompagner l'action. Ce que nous disent les collectivités, notamment sur le solaire, c'est je dois mettre en œuvre des objectifs ambitieux de production d'énergie renouvelable sur mon territoire. Et si je n'ai à ma disposition en quelque sorte que le potentiel solaire des bâtiments publics ou des parcelles qui sont publiques, je ne vais pas arriver en fait à ces objectifs. Donc, il faut que j'arrive à mobiliser aussi les habitants et l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc ça, c'est ce à quoi répond Solar, notre cadastre solaire. L'idée, c'est de révéler le potentiel solaire des toitures des habitants pour les inciter finalement, quand c'est intéressant pour eux, à regarder cette option et à passer à l'action. De la même façon, donc Solar, c'est un produit qui est déjà disponible et qui est prêt aujourd'hui. Et là, d'ici l'été, on aura la version rénovation énergétique de ce cadastre solaire, si on veut, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui nous disent « moi, je veux ça, mais pour révéler le potentiel de rénovation énergétique du parc bâti aux habitants, pour leur donner des grandes idées sur est-ce que je peux rénover, enfin, bien sûr que je peux rénover mon bien, mais du coup, quel serait l'intérêt pour moi à faire de la rénovation énergétique sur mon adresse? Est-ce qu'on peut me donner une grande idée de combien ça coûterait? Est-ce que je peux espérer en gagner en termes évidemment d'économie d'énergie et chiffré aussi en euros? Merci beaucoup. Je reviens juste sur le sujet îlot de chaleur urbain, parce que nous, c'est quelque chose qu'on va beaucoup passer, je trouve, des demandes de territoire d'être accompagnés sur l'utilisation de la donnée, effectivement, pour mieux comprendre leurs îlots de chaleur et les croiser avec les bonnes données de biodiversité pour les résorber quand l'été là va arriver. Donc c'est tout à fait à propos. Vous connaissiez, vous, cette Namer là, vous utilisez ou non? Ça vous semble adapté à votre territoire? Le cadastre solaire, on connaît. C'est un produit que l'on exploite dans le cadre du syndicat électrique. Après, toujours attention sur la dimension produit, et on se le disait en aparté. On se le disait en aparté, mettre à disposition. Nous, on l'a fait il y a quelques années sur de la thermographie aérienne. En fait, typiquement, thermographie aérienne, un portail ouvert au grand public. Et globalement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on l'a mis en consultation sans forcément... Parce que c'était l'approche du moment, en disant la population va s'en emparer et personne ne s'en est emparé. À mon sens, ça n'a d'intérêt, ça ne fonctionne que si derrière, on met en place une vraie politique derrière d'accompagnement, avec la plateforme France Rénov'. Oui, bah oui. Parce que derrière, sinon, les seuls qui vont s'en charger, c'est des entreprises qui vont Alors, si c'est des artisans, pourquoi pas? Si c'est des artisans locaux, encore mieux. Mais pour ça, il faut aussi qu'eux soient formés et soient aussi... Et donc derrière, ça veut dire qu'on travaille aussi avec l'Agence de développement économique chez nous, c'est ce qu'on a fait un moment, pour qu'ils soient labellisés, pour qu'en gros, ils puissent faire les travaux. Et donc derrière, on maximise aussi le levier, parce que derrière, c'est aussi du développement local et de l'emploi aussi sur un territoire. Donc là, on parle produit et c'est important, et je pense qu'on a nécessité d'avoir ces données-là, clairement. Mais par contre, il faut vraiment le traduire en termes de politique publique plus largement avec tous les pendants. Là, on parlait souvent d'holistique, de réseau. Un fonctionnement d'un territoire, c'est un fonctionnement systémique. Et derrière, on va pouvoir travailler sur une rénovation des bâtiments, mais en même temps pouvoir travailler sur le tissu économique local. Oui, et en fait, on revient à ce qu'on disait, que c'est des politiques publiques, quoi, qu'il faut qu'il y ait des... Et je souscris pleinement, et on discute en aparté avec Cédric, je souscris pleinement, et j'ai absolument rien contre Nemer, mais
les solutions, enfin, je pense que le numérique ne peut pas revendiquer être une politique publique et ne pas avoir aussi, entre guillemets, les inconvénients d'une politique publique, à commencer par la dimension arbitrage, sélection sous la contrainte budgétaire et sous le prisme choix politique. Et je pense que c'est bien de s'engager. On peut trouver des tonnes de solutions numériques sur les étagères, il y en a plein, des idées, il y en a plein. À un moment, il y a des arbitrages. Et les arbitrages, ils se font aussi en fonction de ce qu'on veut faire et de la capacité à faire, à apporter et à associer les acteurs. Parce que sinon, on peut partir dans tous les sens, on va faire des tonnes de choses, mais derrière, la pollution, elle existe, qu'on le veuille ou non. Et en plus, le non-usage, on a tous des exemples de non-usage de produits qu'on a pu développer. Quand même. Et donc, c'est pour ça que je trouve que si le numérique devient de plus en plus une politique publique à part entière, tant mieux. Mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'ils retrouvent les canons classiques d'une politique publique. C'est le choix, la sélectivité, les arbitrages. Et tout à fait, je peux me permettre une collectivité avec qui on travaille beaucoup en ce moment, à la fois sur le sujet du cadastre solaire et de ce cadastre de rénovation énergétique. En fait, c'est d'abord parti d'une priorisation forte chez eux de la mise en œuvre du plan climat, où ils ont beaucoup investi sur le fait d'avoir des services dédiés à l'accompagnement des habitants sur le solaire et sur la réno énergétique, et où du coup, ils ont cherché cet outil entre les deux pour quelque part leur ramener du lead, leur ramener en fait quelque part des clients pour ces nouvelles offres de services de la collectivité, en disant nous, on a investi beaucoup, on a tout un service qui est là pour faire l'accompagnement des habitants sur la rénovation énergétique, et il nous manque le petit bout qui fait qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont eu le déclic sur le fait qu'il y avait un potentiel chez eux. Donc c'est vraiment donc c'était d'abord en fait en effet un projet interne et une forte volonté politique, et nous quelque part on vient faire le petit bout de chemin massifié entre les habitants et cette offre de service. Ok, merci. Du coup, je vais passer la parole pour terminer. On sera dans les temps, mais au CEREMA qui vient un peu clôturer cette réflexion, puisque j'aimerais bien, Sophie, que tu expliques un peu le travail que vous faites sur l'évaluation des impacts, justement, parce qu'on l'a dit, soit directement, soit en filigrane pendant cette table ronde. Le numérique a un impact négatif aujourd'hui aussi. Donc, comment, dans la balance, on fait peser les bénéfices versus les impacts? Qu'est-ce qui gagne, entre guillemets? Donc, comment vous travaillez là-dessus? Donc déjà, pour nous, l'approche numérique, c'est une approche plus large que simplement le fait de se servir d'un outil. C'est vraiment l'idée de prendre le projet dans sa globalité. Pourquoi, à un moment donné, on a recours au numérique? Et c'est aussi comment on y a recours et donc avec quels objectifs. Donc notre positionnement, il est vraiment d'arriver à évaluer les choses. Bon, déjà, c'est une culture au CEREMA. Le CEREMA, c'est un centre d'expertise historiquement de l'État et qui maintenant a fait adhérer un certain nombre de collectivités et du coup apporte on va dire, d'expertise pour les deux, l'État et les collectivités. Et dans son ADN, c'est aussi le fait de capitaliser. Donc là, notre volonté, c'est non seulement d'évaluer, d'apporter une méthode que les collectivités pourront utiliser, une méthode assez simple, qui est basée sur l'analyse coût-bénéfice, qui est déjà utilisée dans les transports ou dans l'industrie, d'y adjoindre une dimension environnementale forte, et après on peut raffiner. Mais déjà, pour que les collectivités puissent avoir une tendance en fait dans les choix qu'elles font. Donc, que ce soit en amont, donc ex ante, ou que ce soit ex post, on considère que à partir du moment où on évalue, où on simule un scénario, ou bien alors c'est déjà en place, on l'évalue, ça permet d'ajuster, de se réorienter. Les deux sont importantes à être faites. Et nous, notre objectif, c'est de capitaliser sur des expériences, qu'elles soient ex ante ou ex post. La difficulté dans l'évaluation, c'est que toujours, il faut des données. Il faut une situation de référence que l'on prend en compte pour pouvoir aller vers une situation qu'on imagine être meilleure.
Donc, je vais vous faire quelques retours d'expérience puisqu'on a commencé à analyser ce qu'on appelle des cas d'usage, puisque l'idée, c'est de prendre vraiment des problématiques concrètes, de voir comment elles ont été traitées ou comment elles seraient traitées et de voir si vraiment il y a un apport du numérique et dans quelle mesure et par rapport aux impacts potentiellement négatifs, est-ce que c'est quand même important de le prendre en compte. Donc, on a fait un premier travail et donc je voudrais remercier Marie-Laure Papex et l'École des Ponts qui a permis que ce travail existe et donc la ville de Draguignan, de Châlons-en-Champagne et la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, on a fait plusieurs études de cas. Donc, par exemple, pour l'éclairage public, on sait globalement qu'il y a un impact favorable quand on remplace les ampoules. Déjà, sur les anciens parcs, on avait des ampoules à incandescence et maintenant les ampoules LED apportent déjà un impact très favorable. Mais là, l'idée, c'était de mesurer l'impact quand on ajoute au changement d'ampoule le fait de mettre une solution qui permet d'allumer et d'éteindre ou de régler l'intensité de la luminosité. Et là, l'idée, c'était de faire une étude ex ante, donc de simuler différents cas. Donc, par exemple, la ville de Draguignan a 3581 points lumineux. Elle en avait déjà fait passer 800 aux ampoules LED. Et l'étude, là, c'était finalement, qu'est-ce qu'on a déjà économisé avec le passage au LED et qu'est-ce qu'on économise potentiellement avec une solution de maintenance. Et en fait, on a fait plusieurs hypothèses et on s'est rendu compte que dès lors qu'ils pourraient éteindre 30% de leurs points lumineux et laisser le restant, donc en mettre 50% diminué en intensité, en prenant en compte le coût carbone lié à la dépense énergétique, mais en fait, l'investissement de la solution de maintenance et donc de télégestion à distance serait amorti en 6 ans si on prenait que l'aspect économique, mais serait amorti au bout de 3 ans si on prenait les impacts que cela avait sur la biodiversité. Et là, pour cette méthode-là d'analyse coût-bénéfice, en fait, on l'étoffe d'autres méthodes. Donc, par exemple, là, on prend en compte des hypothèses sur ce que la collectivité aurait été prête à payer pour soutenir la biodiversité, par exemple par l'installation de ruches ou de plantations spécifiques. Et là, en l'occurrence, il y a un impact direct sur la biodiversité puisqu'il y a moins d'éclairage et en plus, l'éclairage est diminué pour une partie du parc. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est, on va dire, assez classique. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de savoir si on éteint, si on diminue l'intensité, mais c'est sûr que si le parc n'est pas rénové avec des ampoules qui consomment moins et si on ne peut pas faire une gestion à distance, c'est sûr qu'aujourd'hui, on coupe plutôt que diminuer l'intensité, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux perçu sur la population. Donc, c'est peut-être un mix qu'il faut faire. Et en l'occurrence, ce type d'équipement peut permettre à la collectivité d'utiliser à bon escient le numérique. Donc, un autre exemple de la ville de Draguignan, en fait, comme pour toutes les villes, ils ont des problématiques de déchets sauvages. Et donc, ils avaient deux de leurs agents qui faisaient des tournées dans la ville pour identifier les déchets sauvages et évidemment faire en sorte de les faire enlever. Et pour ça, ils avaient créé une régie qui se chargeait de l'enlèvement de tous les déchets sauvages. Et puis finalement, ils se sont posé la question d'internaliser ce service et de développer une application pour que le signalement des déchets sauvages puisse être facilité par tous ceux finalement qui en voient. Et là, pour le coup, ça a nécessité une réorganisation interne en se disant, mais si on nous signale des déchets sauvages, alors comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de venir les ramasser? Et donc, et si on internalise
le fait qu'on va les chercher nous-mêmes, puisque on a un service propreté, est-ce que finalement ça nous ferait faire des gains, des économies, et est-ce que ce serait plus rapide, et est-ce que finalement ça conviendrait mieux aux citoyens? Donc ils ont développé une application qui permet le signalement des déchets sauvages, et en fait ils se sont rendus compte que depuis qu'ils avaient mis en place le fait de ramasser les déchets sauvages beaucoup plus à la volée dès qu'ils étaient signalés en les intégrant dans les tournées des services propreté, eh bien, il y avait un ressenti de ville plus propre et en l'occurrence, vu le coût dérisoire de la fabrication de l'application, qui là pour le coup ne fait pas appel à un matériel supplémentaire, même en prenant en compte l'impact des mails envoyés, de l'hébergement et ainsi de suite, l'aspect économique et même environnemental est très très faible pour le gain, lui, pour le coup, qui est de manière environnementale très très fort, puisque beaucoup moins de CO2 rejeté, ne serait-ce que par les tournées de véhicules qui tournaient pour repérer les déchets sauvages, et puis aussi par la qualité de vie améliorée pour les habitants. Donc là, c'est un exemple qui fonctionne très, très bien. Bon, après, on a étudié la dématérialisation des conseils municipaux, donc le fait de ne plus imprimer le papier et d'équiper les élus d'iPad, donc à Châlons-en-Champagne. Et donc, on a voulu étudier non pas que l'impact environnemental pour passer du papier à une version dématérialisée, mais aussi finalement comment c'était accepté par les élus, le fait de ne plus avoir accès au papier et n'avoir accès qu'à une tablette en fait. Et donc, en prenant en compte l'équipement, le coût de l'équipement qui là pour le coup est élevé, l'impact environnemental est beaucoup plus élevé. On a pris en compte donc l'impact carbone, mais il faudrait aussi prendre en compte l'analyse du cycle de vie complet. Là, ce qui est apparu, c'est que pour la plupart des élus, le fait d'être équipé, ça avait un avantage parce qu'ils s'en servaient pour bien d'autres choses. Sur l'aspect impression de papier, bien sûr, l'impact est positif par rapport à la quantité de papier économisé. Par contre, si la tablette n'est utilisée que pour faire ça, ce qui était le cas pour certains élus, alors là, pour le coup, l'impact devient vraiment négatif parce que un matériel, vu l'impact de sa construction, l'impact carbone pour le créer, il faut qu'il soit utilisé à plein d'autres choses. Donc sur un cas d'usage comme ça, l'équipement matériel, déjà économiquement, il ne peut pas être amorti dans un délai court et il ne peut être amorti que s'il y a beaucoup d'usages qui y sont liés. Et donc, ce qu'on se disait, c'est que même dans ce cas de figure-là, même l'évaluer ex post, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir, après, simuler la chose avec du matériel reconditionné et comme ça, induire de nouvelles bonnes pratiques. Oui, en fait, on revient sur l'idée que le hardware, c'est ce qui pèse le plus et qu'effectivement, le reconditionnement, il me semble que vous l'utilisez beaucoup, le reconditionnement aussi chez vous, mais je voudrais bien, je suis désolée, qu'on laisse un peu de temps pour les questions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle et en ligne? N'hésitez pas à vous manifester ou des réactions. Oui. Présentez-vous. Bonjour, Sylvain Chapon, je travaille chez Engie sur des solutions low carbon cities et également sur des aspects de mise à disposition des collectivités et de l'industrie aussi de solutions numériques, notamment des jumeaux numériques, avec les solutions de Cyradail, qui est d'ailleurs basée à Rennes, que vous devez bien connaître, monsieur. Et d'abord, je partage pleinement tout ce qui vient d'être dit et on retrouve à la fois les enjeux des collectivités tels qu'ils sont identifiés. Il y avait un aspect qui peut-être était important aussi, c'est le développement de la participation des citoyens. En particulier, nous on attache une importance particulière, ça a été cité, mais en parlant par exemple d'I2S à l'échelle de la région Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, on a développé quand même plusieurs dizaines de services
avec la participation directe des opérateurs, des associations, des citoyens, des usagers de toutes sortes, j'allais dire, pour un certain nombre de services. Et j'ai souri tout à l'heure parce que le premier service qu'on avait développé, qui était un peu le pilote, c'était justement le cadastre solaire. Et donc c'était il y a plusieurs années maintenant. Et c'est vrai qu'à partir du cadastre solaire, qui peut paraître quelque chose à fort très collectif, être très individuel, eh bien on avait pu aussi travailler, notamment on le fait beaucoup pour les îlots de chaleur, avec l'enjeu de la végétalisation, du potentiel de végétalisation. Et de là, on arrive directement, et c'est pour ça que la notion de collectif et de public et de privé est fondamentale, c'est la notion de résilience qui est chère à France Ville Durable. Travailler sur la végétalisation, c'est aussi travailler sur le stress hydrique. On le fait dans plusieurs collectivités. Et d'une manière générale, l'enjeu de l'impact climatique est pris en compte de manière maintenant systématique par les outils numériques et on le prend en compte de manière holistique. Je le dis parce que vous l'avez illustré à travers les différents cas, mais cet enjeu de résilience ramène aussi à la notion d'économie circulaire qu'on peut retrouver aussi dans l'usage ou non du papier, par exemple, versus numérique. Et on le retrouve à des échelles beaucoup plus importantes. Et on développe d'ailleurs des solutions avec des logiciels précis territoriaux pour envisager segment par segment cette notion donc d'économie circulaire, d'impact au changement climatique qui est maintenant, hélas, une réalité, y compris pour les finances des collectivités. Et puis, j'insisterai peut-être sur la participation des citoyens à travers des plateformes. Et chaque fois qu'on en propose, ça marche finalement. Merci. Est-ce que vous voulez Ma question, c'était plutôt cette notion de plateforme et de développement direct pour les citoyens à partir des outils d'aide à la décision des élus. Moi, un petit élément complémentaire aussi, qui me paraît aussi fondamental, parce qu'on a aussi, on a parlé de solutions, on a parlé d'outils, on a parlé de data, et en fait, je pense qu'il y a un travail encore assez important à faire, et notamment avec certains éditeurs, sur des API génériques, sur la possibilité de... Ça a été évoqué tout à l'heure par Madame Castres, tout à l'heure, sur la question des API. Je pense aussi dans la question de la sobriété, il faut qu'on arrête de multiplier le nombre d'outils, qu'on utilise ceux qu'on a. Et derrière, pour pouvoir utiliser les outils qu'on a lorsqu'en fait il y a les capacités de calcul, il faut les API et il faut avoir à disposition les informations. Donc ça veut dire deux sujets, même à traiter au niveau de l'État, c'est la question de l'API et l'obligation d'avoir une API ouverte dans le cadre des outils pour qu'on puisse faire communiquer les différents outils. Ça veut dire aussi de travailler, que chaque acteur travaille, et notamment les collectivités, travaillent sur la propriété de la donnée et l'intégralité des clauses data dans le cadre de leurs différents contrats, du contrat le plus basique jusqu'à la DSP, pour qu'en gros, les données qu'en fait l'opérateur utilise au quotidien au nom de la collectivité soient la propriété de la collectivité. Et ça, c'est des enjeux extrêmement forts. Et je pense que c'est des enjeux primordiaux pour la réussite aussi et l'amélioration de la sobriété en fait, et l'utilisation d'un numérique sobre. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que la multiplication des outils, il faut à tout prix l'éviter. Et les enjeux de réplicabilité, je pense qu'ils sont essentiels. Récapabilité pour d'autres usages, je pense que c'est important, et aussi entre territoires. Et donc, nous, dans la réponse à l'appel à projet City Orchestra, ce qu'on cherche à faire justement, c'est que les cas d'usage qu'on développe sur le territoire métropolitain, grande collectivité, puissent avoir un écho sur d'autres territoires ruraux et puis sur d'autres usages. Donc oui, je pense que éviter la multiplication des outils, c'est essentiel. Et la question ensuite de la fluidité du traitement de la donnée, ça rejoint la question des API, c'est comme ça qu'on va pouvoir valoriser. Et après, il y a juste quand même quelque chose qui m'est cher et qu'on porte beaucoup au niveau de la métropole de Rennes. On est très engagé sur la transition écologique dans nos politiques publiques, dans toutes nos politiques publiques, et on est en plein dans la mise en place et la valorisation de la démarche éviter, réduire, compenser. Et je pense qu'un point de vigilance quand même à avoir côté numérique,
on part du postulat à la métropole, la démarche éviter, réduire, compenser, elle a 20 ans d'existence. Hein. Mais en matière pour lutter contre les pollutions, le meilleur moyen, c'est d'abord de ne pas polluer, c'est d'éviter. Et il ne faudrait pas que par la multiplication des outils, le numérique nous embarque dans la démarche de réduction ou de compensation. Alors sans doute pas de compensation, mais de réduction. Et je prends l'exemple de l'éclairage public, ce qui a été avancé sur le CEREMA est très révélateur. On va chercher à diminuer l'intensité lumineuse, on va voir si le numérique c'est intéressant, etc. Mais avant de réduire l'intensité lumineuse, le meilleur moyen, c'est de savoir couper la lumière. Et donc, je dis ça parce qu'à Rennes, on était engagé dans une trame noire. Trame noire, c'est la réduction de l'éclairage public, considérant que c'était une pollution. Trame verte, trame bleue, trame noire pour l'éclairage public. Et donc, le choix politique a été fait. Et pourtant, on est sur un grand plan d'investissement sur les LED pour faire varier les lumières. Mais les élus ont choisi d'abord l'extinction lumineuse dans la métropole. Et on disait en aparté, les territoires ruraux, il y a bien longtemps qu'ils ont ils savent éteindre la nuit l'éclairage public. Et la ville de Rennes, y compris dans les territoires très urbanisés, éteint. Et je pense que c'est important qu'on ait quand même ça en tête. D'abord, pour éviter de polluer, c'est d'éviter, c'est pas de chercher à réduire. Et je pense que le numérique, par la multiplication des outils, parce que quand même le numérique, c'est aussi des acteurs privés très intéressés, ils ont tendance aussi à nous inviter à aller sur la réduction. Et je pense que là, c'est pour le coup les décideurs politiques, vigilance là-dessus. Oui. Pardon, je peux me permettre, je voulais réagir du coup sur les deux sujets, parce que du coup, forcément, ça m'interpelle. J'ai beaucoup aimé la présentation du CEREMA parce qu'elle était vraiment en analyse globale. Complètement d'accord sur ce sujet, éviter, réduire, compenser. Et nous, par exemple, quand on nous demande aussi l'impact carbone de nos solutions data, elles sont essentiellement situées sur de la consommation cloud. Et ce que l'on dit, c'est que nous, on évite, dans beaucoup de cas, de devoir poser des capteurs, par exemple. Effectivement, on compare du coup cet impact carbone avec le fait de fabriquer en fait, des composants numériques qui ne sont pas forcément toujours utiles. Par ailleurs, par exemple, si on prend le cas de la rénovation énergétique, aujourd'hui, nous, on a démontré, on pourra présenter des cas d'usage, mais sur, par exemple, un exemple de ville moyenne, que la plupart des gestes de rénovation énergétique, si on tire au sort ou si on ne pilote pas en fait extrêmement finement les gestes de rénovation énergétique, on tombe la plupart du temps dans des gestes qui ne sont pas efficaces. Et pourtant, ces gestes, ils ont aussi un impact carbone. Donc, c'est vrai que les outils numériques ont un coût, mais c'est vrai aussi que ne pas utiliser la donnée pour prioriser les investissements, ça a un coût en euros, mais ça a un coût carbone aussi. Donc, voilà, donc ce sujet-là, en fait, je pense qu'on est tous d'accord, mais il est à regarder vraiment sur, à la fin, une équation globale de si on fait pas, et du coup, quel est l'intérêt ou pas à mobiliser les solutions innovantes pour le faire. L'autre point sur lequel je voulais réagir, je suis désolée, c'était la question du modèle économique. C'est un vrai sujet. Sur les données, je pense qu'on n'a pas complètement trouvé le modèle en fait, industriel de rémunérer en fait, la valeur de la production des données. J'ai participé à un groupe de travail, je sais que le CNIJ s'est saisi de cette question des modèles économiques. Nous, aujourd'hui, c'est un frein pour travailler dans les... comment dire aujourd'hui, le modèle économique de Nemer et notre chiffre d'affaires, il est essentiellement supporté par nos clients banques et assurances. L'activité qu'on a pour les collectivités, elle est vraiment liée à une volonté de notre part de mettre nos données au service de l'action publique parce que c'est notre ADN et on ne peut pas dire qu'on contribue à la transformation écologique sans avoir une offre vers les collectivités. Cependant, aujourd'hui, les coûts qu'on a pour fabriquer ces données-là, pour moi, les données, c'est les nouvelles infrastructures. C'est un peu comme le déploiement des infrastructures de base du pays. Voilà, il y avait les routes, les équipements numériques au sens plutôt cuivre et fibre optique. Et aujourd'hui, c'est les infrastructures de données qu'il faut fabriquer. C'est des coûts extrêmement lourds. Quand Nemer, on prend en charge la question de l'interopérabilité à l'échelle du bâtiment des données open data, le fait de massifier des données là où il n'y en a pas, alors qu'il devrait y en avoir peut-être,
à notre charge, derrière, il faut qu'on trouve un modèle économique qui permette que ce soit équilibré. Et quand on nous dit il faut absolument que quand on vous prenne vos solutions, les données, elles soient la propriété et elles soient remises en open data, ben, c'est clair que pour nous, c'est un problème dans notre modèle économique. Donc, oui. Voilà, je pense qu'il y a encore pour moi, il y a des modèles à trouver. Vous avez parlé tout à l'heure de délégation de services publics. Bah, voilà, c'est un peu un sujet aussi, je pense, sur la question de est-ce qu'on peut avoir des délégations de services publics de données, comment ça peut s'organiser et comment on peut mobiliser des données privées pour l'intérêt général dans un modèle économique équilibré. Alors, il y a 2 réponses en 1 minute chacune. Alors, très vite, mais je vous rejoins à la question du modèle économique sur les données, et notamment pour les opérateurs, c'est une vraie problématique. Après, il y a aussi un travail au niveau de l'État, c'est tout le travail qui est en train d'être fait sur les communs numériques. Et là, on parlait des bâtiments, il y a quand même une base nationale des bâtiments qui est en train de se créer à l'échelle nationale avec un certain nombre d'opérateurs, qui est en open data, où en fait les différents opérateurs mettent à disposition, je crois même le CEREMA est intégré à ce travail-là. Et là, en fait, c'est remis à l'ensemble, j'allais dire, au pot commun de la société et de la nation, j'allais dire. C'est un bien commun. Et je pense que tout le travail que l'IGN fait actuellement, avec notamment M. Soriano et choses comme ça, sur la question des communs numériques, et je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de la CNIL et puis globalement de l'État de relister un certain nombre de communs numériques, justement pour que vous puissiez, vous, exploiter de la donnée sans être dans l'obligation de la produire. Vous avez parlé d'imagerie satellitaire. Quand derrière, on a les dispositifs, notamment au niveau du CNES, avec des programmes PEPS ou des choses comme ça, ou avec Booster, ou des choses où en gros, on a de la donnée en télédétection disponible. Derrière, il y a déjà des fonds publics qui sont intégrés dans ces dispositifs-là, donc c'est de l'argent public qui est mis là-dedans, sans forcément qu'on ait des produits finaux. On a les données sources. Donc là, il y a tout un travail, et je pense que là aussi, toute l'évolution du CEREMA a un impact et un intérêt. Merci. Juste peut-être Sophie, le mot de la fin. Oui, donc moi, ce que je souhaitais faire passer comme message, c'est que en fait, le numérique, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Et en fait, pour que ne serait-ce qu'on puisse décider de l'utiliser ou pas, c'est déjà se questionner pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, qu'est-ce que j'en attends, c'est quoi mes objectifs, donc à la place de la collectivité, et surtout, dès lors que vous décidez de faire un projet, c'est choisir des indicateurs, parce que nous, derrière, quand on veut venir évaluer, en fait, on a besoin que vous ayez déjà des objectifs clairs et des indicateurs, sinon on ne peut pas même vous aider à évaluer. C'est-à-dire que même si on veut le faire, on n'y arrive pas. Parce que déjà, la situation en zéro n'était pas bien perçue, bien comprise par l'ensemble des services et pas bien exprimée. Donc, c'est ça pourrait être notre mot de la fin. Le vœu pieux. Merci. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à tous pour cette belle table ronde et puis l'intervention avant de France Ville Durable. Pour ceux qui sont en présentiel, on a un petit cocktail pour continuer les échanges. Et ceux à distanciel, merci beaucoup Sophie et Anne-Lise pour votre intervention et à tous pour être venus en distance ou en présentiel à cet événement.